Alors, et donc cet extrait-là, c'est dans le premier texte, en fait, qui s'appelle « Au travail » et qui introduit les autres textes. Je ne me souviens plus où il s'arrête. Bon, enfin, on verra mieux. J'ai toujours éprouvé une grande curiosité pour les pratiques sexuelles de mes congénères, hommes comme femmes, de la même façon que je pourrais m'intéresser à la littérature ou l'ethnologie, justement. C'est une passion intellectuelle. Cela n'a pas foncièrement à voir avec mes propres pratiques sexuelles. Et c'est une passion qu'il nous était possible d'assouvir au sex show. J'avais intensément envie de savoir qui désirait quoi et pourquoi. C'était très différent de travailler là et de, par exemple, tourner des films porno. Au sex show, nous rencontrions les clients, nous pouvions parler avec eux. C'est possible dans ce genre de boui-boui. C'étaient eux qui assouvissaient notre curiosité, en plus de nous la leur. Et pour qu'ils nous parlent de cela, il fallait que nous aussi nous soyons impliqués, que nous entrions directement dans leur imaginaire et devenions des personnages de leurs fantasmes. Pour qu'ils abandonnent cette pratique malsaine, des mots à demi couverts, des blagues obscènes et de la galanterie, et en viennent au fait, s'exprimer sur leurs fantasmes, articuler leurs désirs, avoir une conversation ouvertement pornographique. C'était possible dans les isoloirs, 2 minuscules salles au bout d'un couloir en plus de la salle de spectacle, où ils pouvaient s'entretenir en privé avec la stripteaseuse de leur choix, et plus, bien sûr. Mais pour avoir le plus, ils devaient commencer par parler, par se montrer à découvert. Tiré du texte Grand Guignol, qui est donc le témoignage d'une danseuse. On en vient toujours à mieux connaître ses collègues que ses clients, et il y a toujours une petite connivence qui s'instaure. Je dirais que cette connivence assez agréable venait de ce que, malgré nos différences évidentes, nous éprouvions toute une espèce de fierté assez folle à traiter avec tant de nonchalance notre corps. Et pas seulement notre corps, mais aussi les règles habituelles concernant la nudité et le sexe. Oui, je crois que nous avions tout le sentiment d'appartenir à une élite, malgré le contexte miteux. Non seulement nous ne craignions pas de nous mettre nus, mais surtout nous n'avions pas peur de jouer avec le désir, le sexe anatomique ou fantasmé, de jouer avec parce que ce n'était rien d'autre qu'un jeu de hasard, un jeu d'argent, un jeu de stratégie, un jeu d'enfant, tout cela à la fois. Chaque passage sur scène, ou mieux en isoloir, faisait de nous de dignes aventurières du sexe humain et nous accordait une noblesse, honorifique bien qu'infime. On n'avait pas froid aux yeux. C'était au moins la seule qualité dont on pouvait se targuer, toutes sans le moindre doute, quels que soient les défauts que les clients et nos propres yeux cruels nous trouvaient à longueur de journée. Cette aristocratie fessière avait enfin l'avantage de nous protéger du trac. Plus exactement, la pornographie nous protégeait du trac. Pour ma part, jamais je ne l'ai ressenti sur cette scène, contrairement à toutes celles où je me suis produite avant et après. Outre le fait que nous dansions pour des gens sans importance, qui ne deviendraient jamais nos amis, quoique, savoir que nous allions leur en donner plus que ce qu'ils pouvaient jamais espérer voir ailleurs, des sexes vivants et excitants, grands ouverts, nous donnait une immense force. Voilà, je dirais du texte qui s'appelle « Ce qui des noms diffèrent ». Comme tu vois, le sex show a bien plus bouleversé ma vie, et de façon bien plus désagréable, lorsque j'étais tenue au dehors que lorsque j'y ai mis les pieds. Y entrer fut un regain d'insouciance. Il n'y avait plus de crise qui tienne, plus de chômage en vue, car il se trouve toujours quelqu'un, un homme, cela va hélas de soi, qui veuille dépenser le peu ou le plein d'argent dont il dispose pour voir des femmes nues, de vraies femmes de chair qui lui parlent et le harponnent. Tout cela est volatile, mon cul et mes amants, tout cela disparaîtra avec moi ou bien avant, lorsque cette partie de mon corps prendra la retraite. Je trouverai autre chose. Ce n'est pas un problème de changer 1000 fois. Pourquoi devrais-je, pour que les travaux et les hommes acquièrent de la valeur, me priver d'en connaître des centaines? Chacun a son importance, pas plus d'importance que cela toutefois. S'il faut changer, ce n'est jamais grave, même lorsque c'est douloureux, cette solitude-là me convient. C'est pourquoi je ne peux, comme toi, regretter le sex show et le doux temps que nous y passions ensemble, toutes. L'endroit a fermé, soupir n'est plus pour moi,
AW est parti vers un autre continent, les élèves que j'ai à peine instruits sont presque adultes, ils cherchent un emploi, les amants précédents sont des souvenirs, les clients ont trouvé d'autres sex shows plus chauds. Chacun et chacune a plus ou moins disparu. Ce sont de joyeux décombres, tout ça, et nous tous, nomades dedans, n'avons plus qu'à aller chercher plus loin de nouveaux pâturages dans notre inlassable transhumance. Alors ça, c'est dans le texte qui s'appelle « Le monde s'est ouvert par le cul ». C'est un lundi. Un homme connu sous le nom inconnu de lui-même de Mytho Mytho, alias Double Mytho, appelle, et c'est Vincent, le patron, qui décroche. Il saute sur l'occasion. D'une petite voix ridicule, une tentative de travestissement, il l'insulte et glapit. « Mytho, mytho !» avant de raccrocher. Je n'arrive pas à décider qui est le plus mytho, du patron ou du mec. Remarquant mon intérêt pour les surnoms à la con, Vincent accepte de me lire ceux qui sont enregistrés dans le téléphone. Je ne m'aviserai pas de le faire moi-même, puisque c'est toujours lui qui le manipule et compose les numéros. Ou bien il faudrait attendre qu'il soit parti faire un tour chez le restaurateur tunisien ou turc que tout le monde au sex show salue toujours comme le fils prodigue et revenu du bout du monde. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous avec lui. Quel amour! Ce n'est pourtant pas leur genre, l'amour. Le temps que Vincent s'éclipse et que je sorte mon carnet, j'en ai oublié la moitié. Pierrick PD Planteur, Luc Nursing, Luc Enculé, celui-ci ne s'est pas pris un god dans le cul, mais s'est disputé avec la fille qu'il a reçue. Vanessa la pute, là c'est bien de son fantasme qu'il s'agit, pas d'une insulte. Alors, donc c'est extrait des chroniques du sex show. Se rappeler quoi? Commencer par quoi? Tiens, par exemple, l'ambiance des soirées monotones, entre 1 et 4 clients qui se succèdent, alors que s'ils arrivaient ensemble en paquet, ça mettrait de l'ambiance. Le caissier se tait au comptoir, la porte des loges est fermée pour ne pas souper de la musique de celle qui danse, on en a largement assez comme ça. Une soirée où tous s'aiment bien, mais serait mieux ailleurs. Je compte les heures à soupir. Salamine, en se lamentant, m'énerve un peu. Vénus, apathique, attend. Tous s'aiment et s'ennuient ensemble, forcés d'attendre minuit pour fermer la boutique. Minuit moins 5, fleur du caissier. Parfois, au contraire, la loge est saturée de la grande affaire des isoloirs ou des mecs mignons qui seraient éventuellement égarés dans le public. Qu'il y en ait plusieurs d'un coup, ça s'est déjà vu. Alors là, c'est la folie. On se les répartit pour ne pas se faire de l'ombre. S'il n'y en a qu'un seul, c'est chacune pour soi et advienne que pourra. Pendant la conversation des mecs mignons, Mélissa reste absorbée dans les reprises à la vieille et belle robe blanche de Marilyn, obnubilée par la précision de l'aiguille dans le tulle et de la ligne de fil blanc qui apparaît petit à petit. Quelquefois, c'est comme si, là-dedans, on s'évertuait à parler de trucs de femmes, de pilules, de règles, et bien sûr surtout de mecs, sur le sujet de femmes par excellence, comme une réunion de travestis, avec des paroles qui seraient plus importantes que les organes pour la réussite du travestissement.